Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. Alors justement, on va demander précision dans le conflit, quelles sont les émotions qui rentrent en jeu et qui déclenchent les conflits, ou si ce sont les émotions, mais souvent c'est des problèmes de communication à la base, je pense, et il y a les émotions en jeu, évidemment. Ouais, alors effectivement, un conflit, c'est plusieurs choses, hein. Il y a déjà ce qu'on va appeler un élément dissociant. Alors, ça va être un désaccord sur des besoins, sur des valeurs, sur des choses comme ça. Donc, il va y avoir perception cet élément dissociant, désaccord. Et puis après, derrière, il va y avoir interprétation. Et c'est à ce niveau des interprétations que ça va commencer à coincer parce que on va commencer à dire s'il agit de cette façon, c'est qu'il m'aime pas, c'est qu'il m'en veut, c'est qu'il veut me faire perdre quelque chose ou me voler quelque chose. Voilà, donc à partir de ce moment-là. Et après, derrière, on a les émotions presque immédiatement, avec la perception qui arrive d'ailleurs, hein. Soit pour qui met soit la personne en colère, soit qui lui fait peur, soit voilà, qui la rend agressive. Enfin voilà. Hein. Donc il y a vraiment un enchaînement là presque. Voilà. Et effectivement, quand les conflits sont traités par la justice, par exemple, la justice ne tranche que des litiges. En fait, elle ne s'intéresse qu'à la partie matérielle du conflit. Par exemple, si mon voisin construit un mur à 10 cm chez moi, alors j'ai vu des histoires comme ça, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que des gens sont prêts à se battre, à payer des milliers d'euros de frais d'avocat, de choses comme ça, parfois pour un morceau de terrain qui vaut à peine une centaine d'euros. Voilà. Mais là, on voit bien donc que la boule de neige émotionnelle a grossi, et que la rationalité finalement est éliminée par cette espèce d'autoroute émotionnelle, hein, voilà. Donc ça pousse, ça grossit, et on en vient à faire des choses déraisonnables, et y compris parfois à agresser la personne physiquement ou voilà, ou à la manipuler, ou à faire des choses qui sont pas très éthiques, on va dire. Alors, toi, en tant que médiateur, tu as pu effectivement gérer un certain nombre de conflits, ou en tout cas amener des gens à trouver des terrains d'entente. Et comment tu as pu travailler sur les émotions? Quelles sont les émotions sur lesquelles tu as pu travailler? Tu parlais tout à l'heure de purge. Ça veut dire quoi exactement? Ouais, en fait, c'est le début du travail du médiateur, hein. C'est effectivement faire en sorte que, alors évidemment, le principe, c'est qu'on ne voit pas les gens ensemble tout de suite, parce que si on laisse effectivement la relation dégradée, qu'on installe les gens face à face et qu'on essaie de faire son travail de médiateur, on n'y arrive pas. Donc, si tu veux, au préalable, il faut qu'on arrive à extraire les gens de cette puissance émotionnelle, de cette déferlante émotionnelle, pour les ramener à quelque chose de plus raisonnable. Et donc, de déconnecter quelque part ces automatismes comportementaux ou de pensée, et pour les amener à réfléchir. C'est une sorte de maïeutique, hein. C'est une sorte d'accouchement, en fait, hein. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas parce qu'il y a plusieurs formes de médiation. Il y a certaines formes de médiation où, notamment médiation familiale, où on dit par exemple aux gens, ça serait mieux que vous ne vous sépariez pas pour les enfants, pour des choses comme ça. Or déjà là, on oriente les choses voilà. Donc parce que dans la médiation, là, la fin de la relation, la rupture, c'est aussi quelque chose qui est possible et qui fait partie de la vie, hein. Tout ce qui est vivant peut disparaître et mourir, y compris une relation. Mais tant qu'il reste de la colère, en fait, tant qu'il y a de la haine, de la détestation, tant qu'il y a des griefs, on ne peut pas faire une rupture correcte. Et ça, c'est fréquent, hein, dans tous les couples, en fait. Si tu regardes bien, tant qu'on n'a pas effectivement pris acte de la rupture de part et d'autre, hein, eh bien, on a des effets. Et donc, que fait la justice? J'ai rien contre la justice, hein, mais elle fait son travail. Voilà, elle tranche dans le litige, les enfants une semaine sur deux, ou les gardes partagées, les choses comme ça. Et au final, elle n'a pas réglé la question émotionnelle, et donc elle se trouve confrontée à ses propres difficultés de fonctionnement. Tant que ces questions-là ne sont pas réglées, en fait, la relation ne disparaît pas, la rupture n'est pas actée. En fait, les gens continuent à s'en vouloir, et à partir du moment où on continue à se détester, à s'en vouloir, eh bien, en fait, on reste dans une relation. Et donc, finalement, c'est un peu paradoxal, mais
en voulant se séparer et en le faisant mal, entre guillemets, pas de jugement de valeur, mais en le faisant de façon dégradée, de cette façon-là, ben, on ne se sépare pas, en fait. Hein, voilà. Donc, tu vois, c'est ça qui me passionne, moi, c'est cette richesse des relations et toujours ce côté émotionnel qui est laissé de côté, hein, parce que enfin, on n'apprend pas le langage des émotions, par exemple. Tu vois, moi, je pense que si dès l'école, dès la maternelle, avec je ne sais pas comment on peut exprimer ça, comment on peut travailler. On crèche maintenant. Ouais. Oui, ça se fait peut-être, ouais, ouais. C'est en train d'arriver, mais c'est vrai que ce langage émotionnel, et puis surtout arriver à mettre des mots, parce que une gamme émotionnelle, il y en a, enfin, elle est très très large en fait. Arriver à savoir exactement quel est le besoin qui n'est pas satisfait chez moi derrière une émotion désagréable que je ressens. Parce qu'à la limite, quand c'est agréable, on n'a pas tellement besoin de se pencher dessus, encore que pourquoi pas, mais c'est intéressant aussi, hein, d'arriver à savoir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me plaît, la présence de qui, enfin voilà, tu vois. Mais voilà, il y a tout un travail à faire, mais à reprendre de A à Z sur la question des émotions et sur arriver à mettre des mots sur mes émotions. À partir du moment où je suis capable de faire ça, j'ai évidemment des relations plus apaisées avec les autres. Et je ne les montre pas du doigt et je ne me mets pas dans la position de la victime, l'autre est méchant, voilà, on le pointe et on dit tout est de sa faute. Parce qu'évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Alors justement, dans les conflits ouverts sur lesquels tu as pu te pencher, comment tu as fait pour faire cette purge émotionnelle et apaiser des émotions qui étaient montées très très haut en intensité et pour que les gens reprennent en fait une vision claire des choses et plus apaisée et surtout plus juste, quoi. En fait, il faut que les gens racontent leur histoire. Là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du récit. Voilà, ou ben, voilà ce qui s'est passé, voilà. Et donc, dans un premier temps, si tu veux, on les laisse s'exprimer, et puis après, on commence, alors sans poser de questions, parce qu'un bon médiateur, à mon avis, ne pose pas de questions, mais en reformulant, en amenant des précisions, en essayant d'imaginer ce qui a pu se passer, si tu veux, voilà, on essaie de se mettre en phase avec la personne qu'on a en face et de lui faire prendre conscience du côté peut-être déraisonnable ou du côté amplifié des émotions. Et parfois, il faut plusieurs séances pour faire ça parce qu'une séance, c'est pas, et ça m'est arrivé, hein, parce que si tu veux, de penser que les personnes étaient prêtes et puis d'avoir des choses horribles au moment de la médiation. Parce que je pensais que les personnes étaient prêtes et qu'on allait pouvoir faire un face-à-face apaisé, voilà, formuler des demandes, régler les choses, et puis ça se passe pas en fait. Ça se passe pas comme ça. Juste qui est resté enfoui, c'est ça. Voilà, voilà. Après, les gens aussi prennent un rôle et par rapport au médiateur, à la posture du médiateur, certains sont un peu ne se livrent pas totalement et puis quand l'autre, l'objet, toutes les détestations réapparaît, il y a quelque chose comme un circuit automatique, hein, parce qu'il y a vraiment des câblages qui se font automatiquement quand on a détesté quelqu'un pendant 20 ans. Alors dès qu'on voit son visage, ça y est, ça redémarre. Hein. D'ailleurs, les expressions comme il me donne des boutons ou il me pompe l'air, tu vois, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du corps, de la respiration. Cette personne me bloque, moi, dans mon corps. Ouais. Donc, on avance petit à petit. Voilà, c'est un lent travail d'accouchement. Ouais. C'est vraiment presque un accouchement pour ramener la personne à la raison et à accepter soit que la relation puisse être réaménagée, soit que la relation soit terminée et qu'on est à la porte de la rupture, quoi. Mais une belle rupture. Et c'est rare, hein. C'est rare, franchement. Si on parle, par exemple, des couples, ça va peut-être être plus facile hein, dans le monde de l'entreprise. Parce que, justement, émotionnellement, il y a moins d'affect. Pas toujours, hein, je ne veux pas faire de généralité, mais en règle générale,
on arrive à régler les choses à la façon de la justice, c'est-à-dire en tranchant, enfin, en ayant des compensations matérielles ou des choses comme ça, où les gens s'en vont, compris, tu vois. Mais alors, dans la vie privée, dans les querelles par enfant ou dans les querelles de couple, c'est très compliqué. Hein. C'est, voilà. Ces émotions-là, c'est vrai qu'on comprend bien cette, cette puissance, cette force. Voilà. Et revenir à la raison, revenir à des choses pragmatiques, c'est pas évident. Et ça se fait pas en 5 minutes.